C'est une histoire belge, l'histoire de deux mystérieux tableaux vendus 500 000 € par un ancien ministre français, Claude Guéant. Deux huiles sur bois peintes au XVIIe siècle. Les tableaux de Claude Guéant, personne ne les a jamais vus. Seul indice, on connaît le nom du peintre, un Flamand. Alors nous, on a un mal fou à trouver un tableau de Van der Velde. Vous pouvez nous montrer le vôtre? Van Eertvelde, il est là-bas et il est dans la salle baroque. Bruno Fornari est le conservateur du musée des Beaux-Arts de Gand. Le voilà. C'est un grand format? C'est un grand format, c'est vraiment un des grands formats de l'artiste. Et c'est de la peinture qui était destinée aux intérieurs bourgeois. Et donc, que normalement, on ne voyait pas. Maintenant, certains sont dans les musées, mais c'est encore toujours de la peinture de cabinet. Ce petit maître a peint toute sa vie des batailles navales. Ici, un homme à la mer, le vizir lâché par les siens en pleine tempête, comme une allégorie de ce que vit aujourd'hui Claude Guéant. On a une idée de combien coûterait un tableau comme ça? Je n'ai aucune idée, non. Non. Mais de toute façon, dans un musée, une œuvre perd toute valeur marchande. Elle n'est pas à vendre. Elle n'est certainement pas à vendre. Les cadres vendus par Claude Guéant font 30 cm par 60. Deux petits tableaux comme ceux-là. Claude Guéant affirme les avoir vendus 500 000 €. Très étrange, car jamais une huile grand format de ce peintre flamand n'a dépassé les 170 000 €. Claude Guéant, l'intégrité incarnée, aujourd'hui rattrapé par de sombres affaires. Pêle-mêle, les enquêteurs s'intéressent à la vente de ces tableaux, mais aussi à des primes en cash que Claude Guéant a touchées. Des primes jamais déclarées. L'image impeccable de celui qu'on surnommait le cardinal est écornée. Je me disais, bon voilà, quelqu'un de solide, quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui connaît les affaires de l'État, quelqu'un à qui je peux faire confiance. J'ai été stupéfaite de cette révélation. Pendant 10 ans, Claude Guéant a été le grand confident de Nicolas Sarkozy, son homme à tout faire. Claude Guéant était vraiment une machine à travailler tout à fait extraordinaire. Et d'autre part, à l'intérieur de cette machine à travailler, une qualité qui est assez rare chez les hauts fonctionnaires, une excellente machine à décider. Puis, l'éminence grise de l'ancien président est devenue homme de l'ombre et des missions secrètes. L'ami aussi d'obscurs intermédiaires. Et voilà qu'entre deux tableaux, son nom apparaît dans l'enquête sur un éventuel financement de Sarkozy par la Libye. Cette somme qui a été versée sur mon compte en 2008 n'a strictement rien à voir avec un financement libyen. Le personnage de Claude Guéant est très troublant. Ce qui se dit le plus, c'est que ça a été un grand serviteur de l'État et qu'à un moment donné, il aurait basculé. Ceux qui le connaissaient bien ne l'ont plus reconnu à partir d'un certain moment. Comment ce grand commis de l'État, ce préfet rigide et austère, s'est-il pris les pieds dans le tapis rouge du pouvoir? L'énarque devenu ministre a-t-il été grisé, perverti par l'argent de la République? Quel est le vrai visage de Claude Guéant? L'affaire commence il y a 4 mois, dans cette rue calme de Paris. Les enquêteurs font une perquisition au domicile de Claude Guéant. Stupéfait, ils découvrent sur son compte personnel BNP un virement suspect de 500 000 € en provenance de Malaisie. Explication embarrassée de l'intéressé. J'ai vendu en 2008 un bien dont j'avais fait l'acquisition une vingtaine d'années auparavant. C'était 2 tableaux, des tableaux d'un peintre hollandais qui a produit au début du XVIIe siècle. Et voilà. Mais voilà, le marchand d'art Claude Guéant a-t-il vraiment vendu ces 2 tableaux? Beaucoup d'experts comme Didier Rickner en doutent. Un grand flou artistique règne sur cette transaction, notamment sur la somme fantaisiste déclarée par l'ancien ministre. On trouve ici une huile sur panneau
de 36 cm sur 63 cm. On pourrait imaginer qu'un tableau comme celui-ci est un des 2 tableaux qu'a vendu Claude Guéant. Mais on voit bien que là, on est à 13 000 €. Enfin, on voit qu'aucun tableau n'atteint 250 000 €. Deuxième ombre au tableau. Si Claude Guéant avait vendu ses œuvres à l'étranger, il aurait dû les déclarer au ministère de la Culture. Or, il ne l'a pas fait. On ne connaît ni l'identité de l'acheteur, un mystérieux avocat malaisien, ni même le nom des œuvres. 2 solutions alors. Soit les œuvres sont encore en France, et dans ce cas-là, il faut nous les montrer. Je pense qu'il devrait nous les montrer. Soit elles sont sorties de France, et là, il y a eu fraude. Vous y croyez, cette histoire des tableaux ? On peut effectivement se poser la question, ces tableaux existent-ils ? C'est la question que tout le monde s'est posée et que tout le monde se pose, il ne faut pas être hypocrite. Ou bien alors est-ce que ça serait une justification pour de l'argent qui viendrait d'ailleurs ? Je ne sais pas. Une vente hors la loi, des tableaux introuvables, un acheteur invisible. Claude Guéant n'a pas souhaité nous donner plus de détails sur cette transaction à 500 000 €. Des histoires d'argent chez Claude Guéant, il y en a d'autres. Lors de la perquisition à son domicile, les enquêteurs ont également découvert une dizaine de factures d'électroménager, toutes payées en liquide. Et là aussi, le bon commis de l'État a une justification. Ce sont des primes que l'on reçoit comme ça, qui ne sont pas déclarées de toute éternité, et voilà, c'est tout. Tu trouves ça normal ? On peut dire que c'est pas normal après coup, ça c'est vrai. Pas normal, car après 2002, les primes de cabinet en espèces ont été officiellement supprimées. Or, Claude Guéant a continué à les toucher. Il était alors directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur. L'ancien préfet Pierre Monzani a été, plus jeune, conseiller technique Place Beauvau. Il a travaillé aux côtés de Claude Guéant. Il a toujours vu de l'argent liquide circuler au ministère. De petites enveloppes, distribuées de la main à la main par une dénommée Henriette. Vous connaissez la fameuse Henriette là, Oui, qui était la grande figure qui tenait les frais de police au ministère de l'Intérieur, qui avait dépassé l'âge de la retraite, je me souviens à l'époque, qui était une femme très attentive, très économe et très sympathique. Et donc, qu'est-ce qu'elle faisait, donc, cette Henriette ? Elle gérait les frais de police. C'est ce qu'on appelle les frais de police, c'est-à-dire l'argent liquide qui sert à rémunérer les indicateurs de la police, à attendre... à monter des enquêtes, notamment, comme on voit à la télévision dans les films. Le problème, c'est que l'argent perçu par Claude Guéant, alors directeur de cabinet, était normalement réservé aux policiers de terrain. Selon le rapport de l'Inspection générale de l'administration, le bon serviteur de l'État a empoché 10 000 € de primes par mois, en cash, de 2002 à 2004, et cela sans payer d'impôts. Les policiers sont vent debout. Ils demandent que leur ex-patron rembourse les 250 000 € indûment perçus. Roselyne Bachelot, elle, a été la première ministre à dégainer. Elle ne mâche pas ses mots envers le protégé du président Sarkozy. Évidemment, il n'était pas convenable qu'un membre du cabinet puise dans ces sommes. Donc j'ai indiqué à ce moment-là, au vu des explications par ailleurs fort embrouillées de Claude Guéant, qu'il était soit un menteur, soit un voleur. Dans l'état actuel de ce que je connais du fonctionnement de l'État à un haut niveau, puisque j'ai moi-même été ministre, il se pourrait même que je me sois trompé, peut-être qu'il n'est pas menteur ou voleur, mais peut-être menteur et voleur. Claude Guéant, le fonctionnaire vertueux, est soupçonné par la justice de détournement d'argent public. Ce grand serviteur zélé a-t-il dérapé? Et si oui, à quel moment? Voilà, Claude Guéant qui arrive sur le perron de l'Élysée, qui donc dans quelques secondes... Claude Guéant change de stature à partir de 2007, quand il devient le puissant secrétaire général de l'Élysée, auprès de Nicolas Sarkozy. Le nouveau secrétaire général bonjour, de mesdames, l'Élysée. bonjour messieurs. Le président de la République a nommé... Ce qui s'est passé, très probablement, c'est que Nicolas Sarkozy a donc conceptualisé le concept d'hyper-président. Tout se décide à l'Élysée, le Premier ministre étant réduit à un rôle qu'il estimait subalterne. On comprend à ce moment-là que le premier collaborateur du président apparaissait en fait à certains comme le vice-président.
Un vice-président qui se sent pousser des ailes. Cette métamorphose, Pierre Péan l'a observée de près dans ses enquêtes. Bonjour. Oui, ça va bien. Pour le journaliste, le destin de Claude Guéant bascule après 2007. De fortes responsabilités, mais aussi un drame personnel vont changer sa vie. Il a changé de look aussi. Il n'avait plus le même type de chaussures, le même type de socket. Il n'avait plus le même. Il devenait élégant. Et donc il y a deux événements. C'est la mort de sa femme et la proximité d'Alexandre Djouri, qui lui fait découvrir la vie. Alexandre Djouri. Claude Guéant s'est-il brûlé les ailes au contact de cet homme au passé sulfureux? Un de ces intermédiaires indispensables au pouvoir, un homme au réseau puissant, ami de Dominique de Villepin et de bon nombre de patrons du CAC 40. Un homme au carnet d'adresses sans pareil pour négocier des marchés dans les pays arabes. Ah, voilà, tiens, voilà la première fois où je revois dans mes petites notes Alexandre en Arabie pour le marché du TGV et où il y a Guéant. Alexandre Djouri, de plus en plus familier de l'Élysée. Peu importe qu'il ait fréquenté le milieu, qu'il ait été entendu dans des affaires de braquage ou d'escroquerie. Djouri n'a jamais été condamné et Claude Guéant va devoir travailler avec lui, apprendre à naviguer dans les zones grises du pouvoir. Un jeu dangereux dans lequel, d'après Xavier Hofer, le criminologue, c'est rarement le serviteur de l'État qui l'emporte. Les réflexes qu'on acquiert quand on est dans le milieu criminel vous donnent à vie des réflexes de prédateur. Un prédateur, c'est quelqu'un de dangereux. Surtout pour un haut fonctionnaire ou un dirigeant politique qui est absolument innocent en la matière. Ils n'ont pas idée de ce que c'est qu'un bandit. Ils ne le savent pas. Et qui gagne entre Djouri et Guéant à la fin ? Je pense qu'à la fin d'une semblable aventure, il y a un perdant qui est le serviteur de l'État, toujours. De dangereuses fréquentations qui permettent pourtant à Claude Guéant de mettre un pied en Libye, ce pays qui revient en grâce. Paris-Tripoli, l'homme de Sarkozy connaît le trajet par cœur. Il y vient à de multiples reprises, envoyé personnel du président français. Des voyages souvent effectués le week-end et pas toujours inscrits à l'agenda officiel. Bonjour, comment allez-vous? Vous allez bien? Ça va? Ouais. Bienvenue à Tripoli. Mofta Missouri a été l'un des fidèles conseillers diplomatiques de Kadhafi pendant 15 ans. C'est la toute première fois que le traducteur officiel du guide témoigne. Il nous emmène sur un champ de ruines en plein Tripoli. Voici ce qu'il reste des anciens bâtiments de la présidence. C'était où votre bureau? C'est dans cette enceinte, mais très loin. J'étais au-dessus du bureau du guide. Le grand bureau du guide, Claude Guéant le connaissait bien. Il venait ici pour parler diplomatie, mais aussi affaires. Il était venu pour faire de la publicité ou bien faire la promotion des produits de guerre français, quoi. Comme les Milan, comme les avions Rafale, comme les centrales nucléaires. Mofta Missouri n'a pas souhaité faire l'interview chez lui par crainte des représailles pour sa famille. Il se sait surveillé, alors il a préféré nous recevoir dans cette petite chambre d'hôtel. L'homme qui murmurait à l'oreille de Kadhafi connaît les coulisses des relations franco-libyennes. Il y a Kadhafi, Sarkozy et votre serviteur. Le serviteur libyen ne révèle pas tout des secrets d'État. Simplement, il a observé que Guéant le Libyen était à Tripoli, comme chez lui. Lorsqu'il venait, c'était pour rencontrer de manière confidentielle Béchir Saleh, le bras droit du colonel et surtout le financier de la Libye. Il y avait une proximité particulière entre Claude Guéant et la Libye. Il était l'ami de Béchir Saleh. Claude Guéant, il venait en Libye quand il voulait. Il appelait Béchir Saleh
Et il venait. Claude Guéant venait-il seulement à Tripoli pour faire signer des contrats aux entreprises françaises? Aurait-il également joué un rôle dans un éventuel financement de la campagne de Sarkozy en 2007? Dans les décombres des palais de Kadhafi, beaucoup d'archives compromettantes ont été retrouvées à la chute de Tripoli. Des notes confidentielles qui jettent le trouble. Nous avons montré l'une d'elles au conseiller de Kadhafi, un document déjà publié par Mediapart, rédigé par les services secrets libyens, 6 mois avant la victoire de Nicolas Sarkozy. Ça, c'est le document de projet, si j'ose dire, d'appui ou de soutien financier à la campagne présidentielle du président Sarkozy. Qu'est-ce qu'il dit, ce document? Nous vous demandons de verser la somme de 50 millions d'euros ici. Le régime libyen travaillait donc à un financement de la campagne de Sarkozy pour une somme de 50 millions d'euros. Impossible de savoir si l'argent a été versé par la suite. L'ex-président français a déposé plainte. Pour Nicolas Sarkozy, ce document est un faux grossier. Missouri nous affirme le contraire. C'est un vrai document? C'est un vrai document, oui. À quoi vous le voyez? Il y a d'abord la signature, il y a aussi celui qui a tapé, celui qui a initié la lettre. Même Kadhafi m'a dit à moi verbalement que la Libye avait versé une vingtaine de millions de dollars. Normalement, chez nous, à la présidence, quand on donne de l'argent à quelqu'un, il n'y a pas un transfert bancaire, il n'y a pas de chèque. C'est de l'argent liquide, dans des mallettes. Des mallettes de liquide ont-elles transité entre Tripoli et Paris? 2 juges parisiens enquêtent sur cette piste. Depuis 2 mois, Claude Guéant ne parle plus à la presse. L'enquête ouverte pour blanchiment, corruption, trafic d'influence suit son cours. Quant au fameux tableau vendu par l'ancien ministre français, il demeure une énigme. Une énigme à 500 000 euros.